Un policier critique un garçon noir au tribunal, puis son père entre vêtu d'un uniforme 4 étoiles. Caleb Morrison, 13 ans, était connu dans son quartier comme le gamin au gros sac à dos et au cœur encore plus grand. Chaque matin, bien avant que le reste de la ville ne se réveille, Caleb était déjà en mouvement. Il se levait en silence, veillant à ne pas réveiller sa grand-mère, puis traversait sur la pointe des pieds le minuscule 2 pièces, niché au-dessus d'un salon de coiffure, se brossait les dents à l'eau froide, car le chauffage ne fonctionnait plus depuis des semaines, et vérifiait que ses devoirs étaient faits. Son sac à dos était toujours lourd, mais il ne se plaignait jamais. Les livres étaient synonymes de possibilités. Les possibilités étaient synonymes d'options. Et Caleb comprit très tôt que les options étaient un privilège que tous les garçons comme lui n'avaient pas. Sa grand-mère, mademoiselle Bernice, était le genre de femme qui lisait sa Bible à voix haute et gardait les photos de famille alignées comme des trophées. Femme fière, pleine de force tranquille et de souvenirs précis, elle avait élevé Caleb après le déploiement de son père et n'était jamais revenue la même. Chaque matin, elle s'asseyait sur le perron avec sa canne, faisant semblant de vérifier la météo, mais en réalité, elle regardait Caleb marcher jusqu'à l'arrêt de bus. Caleb se retournait toujours pour lui faire signe. C'était leur promesse silencieuse. « J'y vais et je reviens ». Le collège Lincoln était à 10 minutes en bus, mais on avait l'impression d'être dans un autre monde. Les casiers étaient griffés de vieux noms. Les fenêtres s'ouvraient à peine. La plupart des professeurs changeaient chaque année. Mais même dans une école où les chauffages claquaient en hiver et où les fontaines à eau ne coulaient presque pas, Caleb s'épanouissait dans sa discrétion. Il ne cherchait pas l'attention. Il ne causait pas d'ennui. La plupart des professeurs le décrivaient ainsi: réfléchi, observateur et discrètement brillant. Il avait l'habitude de regarder par les fenêtres lorsque les cours traînaient en longueur, non pas par ennui, mais parce que son esprit s'agitait plus vite que la salle ne le permettait. Sa matière préférée était l'histoire, surtout lorsqu'ils étudiaient les mouvements pour les droits civiques, les discours et les marches. Il y avait quelque chose dans le fait que les gens se lèvent au moment le plus difficile qui le faisait se tenir un peu plus droit. Au déjeuner, il s'asseyait souvent seul, sauf si Aaron ou Malik le rejoignaient, mais même là, Caleb parlait peu. Il se contentait d'observer les autres, enfouissant les détails dans son esprit vif. La plupart des enfants le trouvaient intelligent, peut-être un peu trop sérieux, mais inoffensif. Sauf que, comme Caleb allait l'apprendre, être inoffensif ne signifiait pas toujours être en sécurité. Tout a commencé par un téléphone, un jeudi ordinaire, une cafétéria animée et une voix forte qui interrompait tout. Colton Hayes, grand pour 13 ans et toujours entouré du même groupe de garçons, a pointé du doigt la cantine. Il a dit que son iPhone flambant neuf avait disparu. Il a dit avoir vu Caleb près de sa table. Il n'en a pas fallu plus. Le proviseur adjoint était là en quelques minutes. Caleb se souvenait du silence soudain, des regards tournés vers lui. Ils ont fouillé son sac devant tout le monde. Ils ont sorti ses livres, ses cahiers, même sa boîte à lunch. Ils n'ont rien trouvé. Mais les dégâts avaient déjà commencé. Des murmures le suivirent dans le couloir. Le mot « voleur » le frappa plus fort qu'une claque. Cet après-midi-là, les pas de Caleb lui parurent plus lourds que d'habitude. Il garda la tête baissée, les poings serrés autour des bretelles de son sac à dos. Il prit un autre chemin, coupant derrière une rangée de garages, espérant éviter les regards. Le ciel virait à l'orange et les rues s'étaient vidées, à l'exception de quelques voitures qui passaient en vrombissant. Il ne remarqua le SUV noir que lorsqu'il ralentit à côté de lui. Les vitres étaient teintées. Le moteur ronronnait doucement comme un grondement. Le cœur de Caleb se mit à battre la chamade, mais il ne courut pas. Il continua de marcher. Le SUV s'éloigna, puis s'arrêta brusquement, coupant le trottoir. Ce soir-là, mademoiselle Bernice le trouva assis par terre dans la cuisine. La lumière était éteinte et il était recroquevillé contre le placard comme une ombre. Elle lui demanda ce qui s'était passé, mais il ne voulut rien dire. Il ne la regarda même pas. Sa lèvre inférieure était enflée
et une marque violette s'était formée sur son bras gauche. Elle lui toucha doucement le visage, la main tremblante. Il murmura une phrase, puis plus rien. Ils avaient des badges. Elle appela l'école le lendemain matin, appela la police. Personne ne comprit de quoi elle parlait ou fit semblant de ne pas comprendre. Pas de rapport, pas de nom d'agent, pas de SUV. Juste un silence suffisamment long pour engloutir la vérité. Une semaine plus tard, tout s'ouvrit. C'était encore arrivé au déjeuner. Caleb venait d'ouvrir sa thermos quand la voix du directeur retentit dans l'interphone. Sèche et glaciale. « Caleb Morrison, rendez-vous immédiatement au bureau. » Il ne bougea pas. Avant même qu'il ait pu ranger ses affaires, 2 policiers en uniforme entrèrent dans la cafétéria. Pas des agents de l'école, des policiers municipaux. Leurs mains étaient posées sur leur ceinture. L'un d'eux, Dreyer, comme il l'apprendrait plus tard, lui fit signe de se lever. Caleb se leva lentement. Il demanda ce qui se passait. C'est alors que Dreyer lui attrapa le poignet. Les élèves, autour d'eux, se figèrent. Certains sortirent leur téléphone. Un élève se leva pour protester, mais on lui ordonna rapidement de s'asseoir. Caleb essaya de demander pourquoi on l'arrêtait. Il ne criait pas. Il ne résistait pas. Mais Dreyer le poussa en avant, le forçant à s'asseoir. La poitrine de Caleb heurta le bord de la table. Sa nourriture se répandit sur le sol. Quelqu'un hurla. Ses camarades le regardèrent menotté comme un criminel en plein déjeuner. Accusation, vol et résistance à l'arrestation. Caleb ne savait même pas ce que résistance signifiait. Il ne se souvenait que du métal froid sur ses poignets et de la façon dont la main de Dreyer lui serrait les omoplates jusqu'à ce qu'il puisse à peine respirer. Devant la cafétéria, Mademoiselle Bernice se tenait dans le couloir, une écharpe serrée autour des épaules. Elle avait été appelée quelques minutes plus tôt. On lui avait dit que son petit-fils était emmené en ville. Elle l'avait vu trébucher, menotté, avait lu la confusion dans son regard et avait senti quelque chose en elle se briser. Elle l'avait interpellé, mais les policiers ne s'étaient pas arrêtés. Le soir même, les vidéos avaient disparu. Les élèves juraient les avoir publiées sur les réseaux sociaux, dans leurs stories, mais les clips avaient disparu comme de la fumée. Certains disaient que leur compte avait été signalé. D'autres que le personnel de l'école leur avait demandé de supprimer les images. Le proviseur adjoint affirmait qu'il existait une politique de l'école concernant le tournage des incidents. Rien n'avait jamais été officialisé. Caleb avait passé la nuit en cellule pour mineurs. Son avocat commis d'office était venu le voir une fois. Il lui remit un formulaire à signer. Lui dit d'être respectueux au tribunal. Il promit que tout irait bien si Caleb coopérait. Caleb hocha la tête, non pas parce qu'il le croyait, mais parce que c'était la seule option qui lui restait. Assis dans la salle d'audience pour mineurs, Caleb se sentait plus petit que jamais. La pièce était froide, les murs d'un beige délavé qui semblait l'écraser. La chaise sous lui grinçait à chaque mouvement. Il portait une chemise à col 3 tailles trop grande et un pantalon serré par un cordon à la taille. Ses chaussures n'étaient pas assorties. Sa grand-mère avait fait de son mieux, mais le tribunal n'autorisait pas les vêtements ordinaires pour les mineurs sous enquête. De l'autre côté de l'allée, l'agent Blake Dreyer était assis, jambes croisées, bras détendus. Il n'avait pas l'air en colère. Il semblait s'ennuyer, comme s'il avait déjà fait ça, comme si c'était la routine. De temps à autre, son regard se posait sur Caleb, non pas avec rage, ni même avec ressentiment, mais avec la confiance distante d'un homme qui ne s'attendait pas à des conséquences. Caleb restait immobile. Il ne dit rien. Son regard se porta sur le sceau du tribunal au-dessus du banc du juge, puis sur les sièges vides du jury, et enfin sur les portes de derrière, se demandant si quelqu'un d'autre allait passer, si quelqu'un savait seulement qu'il était là. Il pensa à son père. Il pensa à la photo que mademoiselle Bernice gardait près de la cheminée, son père en uniforme, souriant, un bras autour de lui, l'autre tenant sa casquette. Un drapeau plié reposait en dessous, scellé dans une vitre. Caleb croyait autrefois que si l'on était bon, calme et respectueux, le monde lui rendrait cette énergie. Mais maintenant, il ne pensait qu'à la main de l'officier sur sa nuque, le poussant au sol devant tout le monde.
Il repensa au murmure qui avait tout déclenché. Un mensonge proféré à la table d'un déjeuner, un doigt pointé, et comment il n'en avait pas fallu plus. Un seul mot. Voleur. L'agent Blake Dryer était dans la police depuis 15 ans. Son nom avait du poids non seulement au commissariat, mais aussi lors des réunions du conseil municipal, des événements caritatifs et des cercles syndicaux de police. Les plaques murales de son bureau brillaient de félicitations, et ses résultats annuels de conditions physiques étaient affichés avec fierté. Mais rien de tout cela ne disait tout. Dreyer était issu d'une lignée, fils du chef de police à la retraite Walter Dreyer, neveu du conseiller municipal Richard Dreyer, le produit de générations qui croyaient que le pouvoir ne se gagnait pas, mais s'héritait. Il entrait chaque jour dans la salle d'audience comme s'il en était le maître, son uniforme impeccable, la mâchoire carrée, son témoignage prononcé avec le rythme lent et poli de quelqu'un qui avait exercé le contrôle pendant des années. Et derrière ce sang-froid, au-delà des gros titres, se cachait un homme devenu terriblement doué pour faire disparaître les histoires, surtout celles impliquant des garçons ressemblant à Caleb Morrison. La salle d'audience vibrait de tension, tandis que la procureure Amanda Bell ajustait sa veste et s'avançait. Elle ne marchait pas comme la plupart des procureurs, elle coupait. Sa voix était précise, ses mots tranchants et son regard plus froid que les colonnes de marbre qui entourèrent la salle d'audience. Elle s'adressait au jury avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu un procès contre un mineur. Caleb, affirmait-elle, avait un passé de défi. Il était décrit comme irrespectueux, peu coopératif et oui, même agressif. Ce n'étaient pas ses mots, rappela-t-elle au jury. Ils provenaient de dossiers scolaires, d'officiers respectés, de notes écrites prises par les administrateurs de l'école. Elle s'appuyait sur eux comme un magicien s'appuie sur la distraction. Chaque fois que Caleb tentait de rectifier quelque chose, lorsqu'il murmurait n'avoir jamais bousculé personne, ou que le rapport indiquait une erreur sur l'heure de la prétendue altercation, son avocat commis d'office lui pressait doucement l'épaule et l'exhortait à laisser la procédure suivre son cours. Mais Caleb sentait la procédure s'effondrer. La balance était déséquilibrée. Elle était loin d'être équilibrée. Témoin après témoin, Caleb était présenté comme combatif de nature. Un directeur adjoint a déclaré avoir reçu des signalements de manque de respect de Caleb en classe, bien qu'aucune trace écrite n'ait pu être trouvée. Pas un seul élève n'a été appelé à témoigner. Aucun des enfants ayant assisté à l'arrestation, aucun des camarades de classe l'ayant filmé. Interrogée sur les images vidéo de la cafétéria, Amanda Bell a écarté leur contenu, prétextant une panne technique. Cette phrase flottait dans la salle comme un brouillard. Le juge Harold Moxley présidait depuis son fauteuil à haut dossier, l'air sévère. Connu pour être un juge de la vieille école, Moxley se targuait de maintenir l'ordre. Mais derrière sa réputation de discipline, se cachait une longue tradition de décisions favorables aux forces de l'ordre, surtout lorsque l'accusé était jeune, noir et pauvre. Ces objections étaient rares et, lorsqu'elles étaient soulevées par l'avocat de Caleb, elles étaient souvent balayées d'un revers de main ou d'un soupir. Pour lui, cette affaire n'était qu'un dossier parmi d'autres dans une longue série de huis clos. Les murs de la salle d'audience semblaient chaque jour plus serrés. Mademoiselle Bernice était assise au dernier rang, les mains jointes sur les genoux, un foulard soigneusement noué sous le menton. Elle portait la même robe qu'à l'église à Pâques. Son regard ne quittait jamais son petit-fils, même lorsque les autres détournèrent le regard. Mademoiselle Bernice pleurait à chaudes larmes au dernier rang, les épaules tremblantes, les mains tremblantes. Une femme qui avait traversé les tempêtes avec grâce était maintenant anéantie par le poids de tout ce qui avait été enlevé à son petit-fils. Mais le général Morrison ne broncha pas. Son visage resta figé, la mâchoire serrée. Il avait vu la guerre. Il avait vu l'injustice dans des pays lointains, mais rien ne se comparait à la voir se dérouler à 2 pâtés de maison de l'endroit où son fils avait appris à faire du vélo. À midi, la salle d'audience était devenue un symbole.
Les équipes de presse étaient alignées sur les marches. Les manifestants remplissaient les trottoirs de pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Caleb » et « Le système est en procès ». Les gros titres nationaux reprirent l'affaire. Des organisations de défense des droits civiques arrivèrent avec des équipes juridiques. Le ministère de la Justice envoya des observateurs officiels. Il ne s'agissait plus seulement de Caleb, il s'agissait de chaque Caleb avant lui, chaque enfant invisible, ignoré, contraint de porter le poids de la protection d'autrui. Le juge Moxley tenta de retarder l'audience. Il invoqua des irrégularités de procédure, demanda une suspension d'audience et alléguait même une fatigue médicale. Mais devant le palais de justice, la foule était immobile. Les chants redoublèrent d'intensité. Les dirigeants commencèrent à parler. La ville observait désormais. À midi, une décision fut prise. Le juge Moxley fut démis de ses fonctions par ordonnance d'urgence. Un comité d'éthique ouvrit son enquête avant même qu'il ne sorte de son cabinet. À sa place, la juge Rebecca Lynn, nommée par le gouvernement fédéral et sans lien antérieur avec la ville, prêta serment. Elle entra dans la salle d'audience avec un calme qui combla les interstices. Elle apporta avec elle un silence qui n'exigeait pas l'ordre, il le méritait. Et puis, pour la première fois depuis le début, Caleb se leva. Ses jambes tremblaient légèrement, mais il ne se rassit pas. Il ne se cacha pas derrière son avocat. Il se tourna vers le nouveau juge, vers les rangées d'yeux, et prit une inspiration si profonde qu'elle sembla résonner. Il avait attendu ce moment des semaines. Et maintenant, enfin, c'était son tour de parler. Le dernier jour du procès ressemblait à une cérémonie, forgée non par la célébration, mais par le feu. Il commença dans le silence, une salle d'audience alourdie par la gravité de ce qui avait déjà été révélé. Les journalistes étaient alignés le long du mur du fond, leurs caméras respectueusement éteintes pour l'instant. Les manifestants remplissaient la place à l'extérieur, leur chant désormais plus régulier, plus mesuré. Ce n'était plus le début d'une bagarre, c'était la dernière heure d'une bagarre qui avait révélé toutes les vérités cachées. Et au centre de tout cela se tenait un garçon, non pas vêtu comme un criminel, mais dans un uniforme scolaire qui avait connu des jours meilleurs. Sa cravate était légèrement de travers, ses chaussures éraflées, mais sa posture était ferme, le menton levé. Caleb Morrison n'avait jamais pris la parole dans une salle d'audience auparavant. Il avait vu d'autres personnes parler de lui et de lui pendant des jours. Mais maintenant, avec la juge Rebecca Lynn présidant depuis le banc, c'était son tour. Elle lui avait offert la parole, sans interruption, sans condition. Il se leva donc. Il ne jeta pas un regard vers son père, bien qu'il sentît la présence du général Morrison derrière lui comme un bouclier. Il ne regarda pas non plus mademoiselle Bernice, dont les prières silencieuses l'enveloppèrent chaque nuit depuis le début de ce cauchemar. Au lieu de cela, Caleb regarda droit devant lui, vers l'endroit où tout avait commencé, vers l'officier Blake Dreyer, immobile, l'expression indéchiffrable, mais les yeux rivés sur le garçon dont la voix résonnait maintenant dans la salle. Caleb ne parla pas fort, il ne cria ni ne pleura, mais sa voix emplit l'espace comme un battement de tambour qui s'amplifiait lentement, chaque mot étant ferme et posé. Il expliqua qu'il n'avait pas volé le téléphone, qu'il n'avait bousculé personne, qu'au moment où Dreyer lui avait attrapé le bras à la cafétéria, il avait senti quelque chose se briser, non seulement dans son corps, mais aussi dans la confiance qu'il avait autrefois placée dans les adultes. Il avoua avoir eu peur, qu'il était resté silencieux parce qu'il pensait que c'était ce qu'on était censé faire quand on était innocent, que s'il suivait simplement les instructions, la vérité éclaterait d'elle-même. Mais ce ne fut pas le cas. Le silence, dit-il, ne le protégeait pas, il le rendait invisible. Et quand on décide de ne pas vous voir, on peut faire ce qu'on veut de vous. La salle d'audience resta silencieuse. Même Dreyer ne détourna pas le regard. La juge Lynn remercia Caleb d'un léger hochement de tête, puis se tourna vers le jury. Elle leur rappelle. De retour au tribunal, le procès entrait dans son 5e jour. L'agent Dreyer monta à la barre, assis bien droit, l'air détendu.
Il décrivit les événements de l'arrestation d'une voix calme et assurée. Il affirma que Caleb avait tenté de s'enfuir, qu'il avait fouillé dans son sac à dos de manière menaçante, que Dreyer avait utilisé une force mesurée pour le maîtriser afin de protéger les autres élèves. Il regarda le jury droit dans les yeux en parlant, comme pour les mettre au défi de douter de lui. Caleb écoutait, la mâchoire serrée, le cœur battant. Il se souvenait exactement de ce qui s'était passé. Il était resté là, silencieux. Il avait posé une question. Puis il y avait eu la bousculade. Puis il avait été plaqué au sol. Mais dans cette salle d'audience, la mémoire ne semblait pas avoir d'importance. Les preuves semblaient inexistantes, la vérité se pliant aux uniformes et aux statuts. Et puis, c'est arrivé. Alors que Dreyer terminait de décrire le prétendu accès de violence de Caleb, les lourdes portes du tribunal s'ouvrirent en grinçant. Les têtes se tournèrent lentement, d'abord avec agacement, puis avec incrédulité. Un grand homme noir s'avança, les épaules carrées, son uniforme impeccable. Des rangées de médailles brillaient sur sa poitrine, tels des témoins silencieux. 4 étoiles étaient posées sur chaque col. Le silence fut instantané. L'oxygène de la salle changea. Même le marteau du juge Moxley s'immobilisa en plein vol, figé dans sa main levée. Les pas de l'homme résonnèrent sur le carrelage poli tandis qu'il dépassait les rangées de spectateurs silencieux. Son regard ne se posa pas. Il se fixa droit devant lui. La salle l'observait avec un mélange de confusion et d'admiration. La procureure Bell, à mi-note, laissa tomber son stylo. Il tinta doucement contre son bloc-notes. Son visage changea, non pas de reconnaissance, mais de prise de conscience. Le général Daniel Morrison s'arrêta près de la table de la défense. Il se tourna légèrement, son regard se posant sur le garçon qu'il n'avait pas vu depuis plus de 5 ans. Caleb resta figé. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, incertain de la réalité ou de l'imagination désespérée de son esprit. Mais il n'y avait aucun doute. Sa posture, sa voix, son uniforme. Le général se tourna vers le banc. Avec un calme constant, il parla directement. Sa voix ni forte ni douce, mais chargée d'une force indéniable. « Votre honneur, je suis le général Daniel Morrison. Ce garçon est mon fils. » L'onde de choc qui parcourut la salle d'audience n'était pas seulement sonore. C'était quelque chose de plus profond. La conscience que les règles venaient de changer. Le sentiment que ce garçon, qui avait été renvoyé, réduit au silence et meurtri, avait désormais quelqu'un de puissant derrière lui. Quelqu'un qu'on ne pouvait ignorer. Quelqu'un qui portait des étoiles non seulement sur le papier, mais en personne. Caleb fixait le vide, stupéfait, les yeux brillants d'incrédulité. Il avait rêvé de ce moment de 1001 façons, parfois avec colère, parfois avec joie, mais rien n'égalait le calme de la réalité. Rien n'égalait la sensation de voir le père qu'il avait salué de la main, les yeux embués de larmes, en embarquant dans un avion, se dressait désormais entre lui et un système conçu pour l'écraser. Le juge Moxley baissa les yeux, clignant des yeux. Amanda Bell tourna rapidement les pages, cherchant un point d'appui pour reprendre pied. L'officier Dreyer s'agita sur son siège, n'ayant plus, pour la première fois, le contrôle de la salle. Et dans ce silence pesant, un nouveau chapitre du procès commença. Un chapitre qui ne serait plus dicté uniquement par des mensonges, mais par une vérité enrobée d'étoiles. Le général Daniel Morrison témoigna le lendemain matin, non pas en père endeuillé implorant sa compassion, mais en soldat entraîné à présenter les faits avec précision. Son uniforme était repassé, ses chaussures cirées, sa voix assurée. Il se tenait droit, impassible face au regard changeant de la salle d'audience. Lorsque l'huissier lui prêta serment, il ne laissa échapper aucune hésitation. Il ne regarda ni son fils, ni la presse, ni même les nouveaux observateurs au fond de la salle. Son regard se fixa sur le banc, comme s'il s'était fixé sur une cible. Ce qui suivit ne fut ni bruyant, ni dramatique. Mais c'était le genre de chaos qui se cache derrière le décorum, celui qui fait s'écailler la peinture des murs pendant que tout le monde prétend que le bâtiment est en bon état. Avec une clarté mesurée, le général Morrison expliqua que grâce à son grade et à ses habilitations, il avait accès à des réseaux internes sécurisés et à des correspondances inter-institutions inaccessibles au public.
Cet accès lui avait permis de découvrir certains documents, ceux qu'il avait examinés en désespoir de cause dès qu'il avait entendu que le nom de son fils était lié à des accusations criminelles. Il remit au tribunal des dossiers imprimés. De retour au tribunal, le procès entrait dans son 5e jour. L'agent Dreyer monta à la barre, assis bien droit, l'air détendu. Il décrivit les événements de l'arrestation d'une voix calme et assurée. Il affirma que Caleb avait tenté de s'enfuir, qu'il avait fouillé dans son sac à dos de manière menaçante, que Dreyer avait utilisé une force mesurée pour le maîtriser afin de protéger les autres élèves. Il regarda le jury droit dans les yeux en parlant, comme pour les mettre au défi de douter de lui. Caleb écoutait, la mâchoire serrée, le cœur battant. Il se souvenait exactement de ce qui s'était passé. Il était resté là, silencieux. Il avait posé une question. Puis il y avait eu la bousculade. Puis il avait été plaqué au sol. Mais dans cette salle d'audience, la mémoire ne semblait pas avoir d'importance. Les preuves semblaient inexistantes, la vérité se pliant aux uniformes et aux statuts. Et puis, c'est arrivé. Alors que Dreyer terminait de décrire le prétendu accès de violence de Caleb, les lourdes portes du tribunal s'ouvrirent en grinçant. Les têtes se tournèrent lentement, d'abord avec agacement, puis avec incrédulité. Un grand homme noir s'avança, les épaules carrées, son uniforme impeccable. Des rangées de médailles brillaient sur sa poitrine, tels des témoins silencieux. 4 étoiles étaient posées sur chaque col. Le silence fut instantané. L'oxygène de la salle changea. Même le marteau du juge Moxley s'immobilisa en plein vol, figé dans sa main levée. Les pas de l'homme résonnèrent sur le carrelage poli, tandis qu'il dépassait les rangées de spectateurs silencieux. Son regard ne se posa pas. Il se fixa droit devant lui. La salle l'observait avec un mélange de confusion et d'admiration. La procureure Bell, à mi-note, laissa tomber son stylo. Il tinta doucement contre son bloc-notes. Son visage changea, non pas de reconnaissance, mais de prise de conscience. Le général Daniel Morrison s'arrêta près de la table de la défense. Il se tourna légèrement, son regard se posant sur le garçon qu'il n'avait pas vu depuis plus de 5 ans. Caleb resta figé. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, incertain de la réalité ou de l'imagination désespérée de son esprit. Mais il n'y avait aucun doute. Sa posture, sa voix, son uniforme. Le général se tourna vers le banc. Avec un calme constant, il parla directement. Sa voix ni forte ni douce, mais chargée d'une force indéniable. « Votre honneur, je suis le général Daniel Morrison. Ce garçon est mon fils. » L'onde de choc qui parcourut la salle d'audience n'était pas seulement sonore. C'était quelque chose de plus profond. La conscience que les règles venaient de changer. Le sentiment que ce garçon, qui avait été renvoyé, réduit au silence et meurtri, avait désormais quelqu'un de puissant derrière lui. Quelqu'un qu'on ne pouvait ignorer. Quelqu'un qui portait des étoiles non seulement sur le papier, mais en personne. Caleb fixait le vide, stupéfait, les yeux brillants d'incrédulité. Il avait rêvé de ce moment de 1001 façons, parfois avec colère, parfois avec joie, mais rien n'égalait le calme de la réalité. Rien n'égalait la sensation de voir le père qu'il avait salué de la main, les yeux embués de larmes, en embarquant dans un avion, se dressait désormais entre lui et un système conçu pour l'écraser. Le juge Moxley baissa les yeux, clignant des yeux. Amanda Bell tourna rapidement les pages, cherchant un point d'appui pour reprendre pied. L'officier Dreyer s'agita sur son siège, n'ayant plus, pour la première fois, le contrôle de la salle. Et dans ce silence pesant, un nouveau chapitre du procès commença. Un chapitre qui ne serait plus dicté uniquement par des mensonges, mais par une vérité enrobée d'étoiles. Le général Daniel Morrison témoigna le lendemain matin, non pas en père endeuillé implorant sa compassion, mais en soldat entraîné à présenter les faits avec précision. Son uniforme était repassé, ses chaussures cirées, sa voix assurée. Il se tenait droit, impassible face au regard changeant de la salle d'audience. Lorsque l'huissier lui prêta serment, il ne laissa échapper aucune hésitation. Il ne regarda ni son fils, ni la presse, ni même les nouveaux observateurs au fond de la salle. Son regard se fixa sur le banc, comme s'il s'était fixé sur une cible. Ce qui suivit ne fut ni bruyant, ni dramatique.
Mais c'était le genre de chaos qui se cache derrière le décorum, celui qui fait s'écailler la peinture des murs pendant que tout le monde prétend que le bâtiment est en bon état. Avec une clarté mesurée, le général Morrison expliqua que grâce à son grade et à ses habilitations, il avait accès à des réseaux internes sécurisés et à des correspondances interinstitutions inaccessibles au public. Cet accès lui avait permis de découvrir certains documents, ceux qu'il avait examinés en désespoir de cause dès qu'il avait entendu que le nom de son fils était lié à des accusations criminelles. Il remit au tribunal des dossiers imprimés, tout d'abord une liste de plaintes, 3 pour être exact, toutes déposées contre l'agent Blake Dryer au cours des 4 dernières années. Chaque plainte avait été déposée par un adolescent noir. Chacune décrivait un usage injustifié de la force, des intimidations verbales ou des déclarations forcées. Et chaque plainte avait été discrètement rejetée avant même d'être soumise à une commission d'examen officielle. Le général Morrison lut les noms des garçons, les dates des incidents et le langage, quasi identiques utilisés dans les lettres de licenciement. Un malaise régnait dans la salle. Puis vint la deuxième vague. Il brandit une copie d'un journal de caméra corporelle effacé. L'entrée du jour de l'arrestation de Caleb avait complètement disparu du système central, effacé. Mais un autre journal, récupéré grâce à des rapports d'audit internes, indiquait que la caméra avait été active pendant 14 minutes lors de l'incident. 14 minutes d'images, disparues. Il joignit un rapport d'un spécialiste technique civil qui relevait des incohérences entre les heures de téléchargement de l'agent et les fenêtres de synchronisation des données du service. En clair, les images avaient probablement été supprimées manuellement. Mais c'est le dossier suivant qui a figé la salle d'audience. Une transcription, dactylographiée, orodatée et marquée comme confidentielle, relatait une conversation entre le juge Harold Moxley et le chef de police Granger 2 jours après l'arrestation de Caleb. Le dossier ne révélait pas comment elle avait été enregistrée. Il ne contenait que les paroles. Moxley avait demandé des informations sur la réaction du public. Granger avait évoqué une possible flambée de violence, mais rien qu'il ne puisse apaiser. Puis, Moxley avait dit quelque chose qui avait glacé la salle. Il avait demandé si le fait de porter plainte pourrait calmer les Hayes. Et Granger avait répondu que la famille Hayes était un donateur essentiel qui appréciait une justice rapide. La conversation s'était terminée par l'assurance de Moxley que le tribunal coopérerait. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. L'agent Dreyer, qui était assis bien droit, se pencha en avant sur son siège, clignant des yeux. Son visage rougit, mais sa mâchoire resta serrée. À la table de la défense, Caleb était assis comme une statue, le regard fixé devant lui, les mains jointes sur ses genoux. Il ne regarda pas son père. Il n'en avait pas besoin. Le silence entre eux avait déjà été suffisamment lourd. Le juge Moxley remua sur sa chaise pour la première fois du procès, ajustant sa robe comme si elle était devenue inconfortable sur ses épaules. Son marteau frappa une fois, presque par habitude. Amanda Bell serrait un bloc-notes, bien qu'elle ait cessé d'écrire depuis quelques minutes. Ses lèvres se pincèrent, comme si elle cherchait à disparaître derrière elle. Puis, pour la première fois, l'agent Dreyer s'interrompit. Il se leva à moitié de son siège, la voix sèche, sans filtre. Il exigea de savoir pourquoi tout cela avait de l'importance. Pourquoi quiconque croyait qu'il ne ciblerait qu'un garçon parmi des centaines. Il fit un geste vers Caleb, avec frustration, affirmant à nouveau qu'il n'avait agi que pour la sécurité des élèves. Il demanda à voix haute « Pourquoi le ciblerais-je » La réponse ne vint pas de Daniel Morrison, pas cette fois. La vidéo provenait d'un écran plat amené dans la salle d'audience. Le technicien judiciaire appuya sur lecture. 2 semaines plus tôt. L'image était granuleuse, le son lointain, mais suffisamment clair. Elle avait été envoyée anonymement, jointe à un courriel crypté. L'adresse de retour avait été effacée. On y visionnait une vidéo prise avec un téléphone portable, enregistré de l'autre côté d'un parking. On y voyait une station-service familière près de l'école.
Sur la vidéo, Colton Hayes s'appuyait contre le mur du bâtiment en riant. L'agent Dreyer se tenait à côté de lui, sirotant une bouteille d'eau. Leur langage corporel était décontracté, voire amical. Puis vinrent les mots. Colton demanda « Tu es sûr de l'avoir eu ?» Dreyer jeta un coup d'œil vers la rue et esquissa un sourire narquois. Le gamin est mort. Le tribunal haleta. Les journalistes se précipitèrent sur leur téléphone. Le marteau de boxe les abattit enfin, mais il ne put rivaliser avec le bruit de la salle. Le son de la vérité, une fois révélé, avait son propre rythme. Il s'avéra que le père de Colton était l'un des plus importants donateurs privés de la fondation de la police de la ville. Un homme influent, non seulement politique, mais aussi dans les politiques. Le nom Hayes avait ouvert des portes, financé des équipements policiers et permis à la police de gagner des places lors de galas de remise de prix. Protéger ce nom signifiait protéger le donateur. Dreyer avait subi des pressions, des encouragements pour que l'affaire de vol soit retenue, qu'elle soit fondée. Au cours de l'heure qui suivit, le jury examina chaque élément de preuve soumis sous sa surveillance. Les images tremblantes des téléphones portables de Dreyer et Colton Hayes, les notes internes scellées détaillant les images de caméras corporelles effacées, les 3 plaintes pour mauvaise conduite contre Dreyer, toutes enterrées, la conversation entre l'ancien juge et le chef de la police Granger, rejetant avec désinvolture la liberté d'un enfant au nom de gains politiques. Même la piste financière reliant la fondation familiale Hayes au compte de dépenses discrétionnaires du service de police fut mise à nu. Amanda Bell, autrefois si confiante, était maintenant assise en silence, son bloc-notes intact. Aucune déclaration finale ne pouvait réécrire ce que les documents et les vidéos avaient déjà déclaré. L'équipe de défense de Dreyer demanda une suspension d'audience, un report, tout ce qui pourrait ralentir l'élan qui se déchaînait contre eux, mais le juge l'y refusa. La vérité n'avait pas besoin de plus de temps, il fallait la résoudre. Le jury quitta la salle peu après 11 heures. Ils revinrent avant 14 heures. En leur absence, l'atmosphère dans la salle d'audience passa de la tension à l'attente. Dehors, les manifestants n'étaient pas partis. Leur nombre avait augmenté. Les gens se tenaient côte à côte, tenant des pancartes, certains emmitouflés dans des manteaux, d'autres agitant des drapeaux. Les mots « Justice pour Caleb » étaient devenus plus qu'un slogan. C'était une promesse à tenir. À leur retour, les jurés n'ont pas évité le contact visuel. Le président du jury s'est levé calmement et a remis le verdict à l'huissier, qui l'a remis à la juge Lynn. Elle l'a lu attentivement, puis a levé les yeux, non pas avec triomphe, mais avec la solennité de quelqu'un qui délivre un message sacré. Le tribunal déclare l'accusé, Caleb Morrison, non coupable de tous les chefs d'accusation. L'espace d'un instant, le silence s'est installé. Puis le poids s'est relâché. Dans la salle d'audience, des soupirs de soulagement se sont élevés parmi la famille et les partisans de Caleb. Les journalistes se sont empressés de capturer les ordonnances supplémentaires du juge. Dehors, des acclamations ont fusé sur la place. Les gens pleuraient, s'embrassaient et brandissaient des pancartes comme des trophées. Le chant qui avait résonné pendant des jours s'est transformé en rugissement, mais l'essentiel ne se produisit pas dans le bruit, mais dans le calme qui suivit. La juge Lee ne mit pas fin à l'audience là. Elle ordonna un examen fédéral immédiat du dossier de service de l'agent Dreyer, y compris les plaintes pour usage de la force et les enregistrements vidéo supprimés. Elle autorisa une enquête éthique sur les agissements de l'ancien juge Harold Moxley et du chef Granger. Elle déféra également la gestion des preuves par la procureure Bell au Conseil de discipline de l'État, soulignant son omission de divulguer des informations clés à décharge, une omission incontournable. Il ne s'agissait pas seulement de laver le nom de Caleb, il s'agissait de révéler toute la structure du silence qui avait rendu son arrestation possible. Et la juge Lynn fut claire. Le tribunal ne se rendrait pas complice de sa survie. Lorsque la salle d'audience fut enfin vidée, Caleb sortit, son père à ses côtés. Les journalistes affluèrent aussitôt, les micros tendus, les questions hurlées. Que ferait-il maintenant? Comment se sentait-il? Était-il en colère? Allait-il porter plainte? Mais le général Morrison leva doucement la main, leur faisant signe de marquer une pause. Puis il la posa sur l'épaule de Caleb. Ferme mais douce, une ancre silencieuse dans la tempête d'attention.
Tu ne dois rien à personne, dit-il, avec une conviction tranquille. Tu as déjà tout prouvé. Caleb ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Il regarda la foule, les pancartes, la marée de gens qui avaient porté son nom alors qu'il ne pouvait pas porter le sien. Il ne sourit pas. Pas encore. Mais il se tenait plus droit, le dos plus droit, le regard plus fixe. Pendant des semaines, il s'était senti comme un fantôme, déplacé par les autres, poussé, étiré, inaudible. Mais aujourd'hui, il était pleinement présent, pleinement visible. Le système avait tenté de l'enterrer, mais la vérité s'est levée avec lui. Et cette fois, elle portait des étoiles.